Bien, bonjour chers étudiants. Nous voilà réunis encore une fois pour un cours sur l'effet de levier cette fois. Bien, qui est un effet que nous allons essayer d'amener relativement doucement à partir de quelques notions relatives à la rentabilité et à partir de quelques éléments sur des ratios, de manière générale. On en a déjà parlé la semaine dernière, ce problème des ratios, mais on peut voir un peu les choses, comment elles vont se avancer plus tard. Bien. La notion d'effet de levier, qu'est-ce que c'est? Alors, je vous en parle de manière générale et après, on revient aux éléments qui permettent de l'appréhender et de construire la construction financière, d'établir la construction financière de ce qu'on appelle l'effet de levier. Bien. Un effet de levier, c'est un effet de levier financier. Et tout d'abord, un élément de la théorie financière qui a été développé par des auteurs tels que Modigliani et Miller, deux éminents chercheurs et praticiens de la finance au niveau international et au niveau assez haut, et tout le monde les connaît, Modigliani et Miller. Ils ont parlé de cette notion. Mais bon, elle a été aussi développée par d'autres auteurs et justement étudiée à la faculté, à l'université, dans les écoles supérieures. L'idée, c'est de se poser la question de savoir quelle est la meilleure manière de financer les investissements. Bah, apparemment, c'est celle qui amène la meilleure rentabilité. Bien. Bon. Alors, cette manière de financer l'investissement appelle un certain nombre de remarques. Quand l'entreprise veut se lancer dans un projet donné, elle étudie sa rentabilité. Nous verrons ça, c'est un autre aspect aussi de l'étude financière, mais elle se préoccupe de l'élément essentiel pour l'entreprise, comme tout le temps, c'est celui de savoir d'où viendront les fonds nécessaires pour financer le projet. Faut-il financer le projet par des fonds propres ou faut-il demander un crédit de longue durée auprès de la banque? Alors, les avis divergent de manière générale et théorique sur la question, et puis il y a aussi des considérations personnelles. Mais sur le plan financier, on se demande la question de savoir s'il existe une manière de combiner les deux de telle façon qu'on obtienne une rentabilité meilleure. Donc, l'idée sous-jacente à ce qu'on appelle l'effet de levier, c'est de dire qu'il existerait au conditionnel une manière de financer qui permet de booster ou d'améliorer la rentabilité financière de l'entreprise. C'est l'objet de ce chapitre. Donc, nous allons voir un peu dans quelle mesure la technique de financement, la combinaison des facteurs financiers entre des éléments propres et des éléments externes permet ou ne permet pas d'apporter une bonne réponse, une réponse à la rentabilité de l'entreprise. Bien. Alors, tout d'abord, nous avons parlé de manière générale de la rentabilité à un moment donné, et je me rappelle dans le précédent semestre, nous avons, disons, parlé de manière générale sur un certain nombre d'éléments que nous appelons la rentabilité. Alors déjà, la rentabilité est un élément générique qui englobe un ensemble de choses, théoriquement, un ensemble de choses à observer dans l'entreprise. Quand bien souvent les étudiants ou les chercheurs eh bien, confondent les choses, confondent par exemple la rentabilité, le bénéfice, le gain. Alors, il y a quand même un effort terminologique à faire pour vous, étudiants, et notamment à votre niveau de troisième année. Vous devez distinguer entre la rentabilité, qui est un terme générique,
le bénéfice, qui est un terme général, et le gain, qui est un terme spécifique. Alors, quelquefois, on dit, oui, l'entreprise a fait un gain. Ah oui, elle peut faire un gain. Elle peut faire un gain, mais en même temps faire une perte, n'est-ce pas? Faire un déficit au niveau du résultat net. Ce sont des choses qui peuvent se faire en même temps. Alors, qu'est-ce qu'un gain? Un gain est une opération pointue. C'est une opération pointue. Par exemple, l'entreprise a fait un gain de change ou une perte de change. Donc, sur un élément déterminé, bien spécifique, on peut réaliser un gain ou une perte. Bien. Si vous regardez votre CPC, vous avez dû voir que on peut avoir dans les produits financiers un gain de change, dans les charges financières une perte de change, et en bas, n'est-ce pas, on peut avoir un résultat net positif, en plus qui augmente. Bon. Ce qui veut dire que finalement, un gain n'est pas obligatoirement une change. Ou bien, pour être très spécifique, plus explicite sur cette notion, je pourrais dire par exemple que l'entreprise pourrait avoir une perte de change égale à 0, un gain de change très élevé, mais un résultat net négatif. C'est tout à fait possible. Bien. Bon. Alors, donc le bénéfice n'est pas un gain. C'est différent. Le gain est uniquement une opération tout à fait particulière et spécifique par rapport à un résultat qui est plus général. Le résultat de l'entreprise, c'est la combinaison entre ce qui finalement est arrivé, entre entre la combinaison des différents produits tels qu'ils se sont réalisés à un moment donné, à la fin de l'année, je veux dire, pour tous les produits d'exploitation, les produits financiers, les produits non courants, et on en a déduit la somme des charges d'exploitation, les charges financières, les charges non courantes, et on a trouvé un bénéfice. Donc, c'est une constatation de ce qui se passait pendant une année sur l'évolution des produits et des charges. Et ça nous donne un résultat net, c'est ce que vous voyez et ce que vous avez vu sur le CPC. Est-ce que pour autant, on pourrait dire que l'entreprise réalise une bonne rentabilité? Peut-être que non. On peut avoir une évolution positive du résultat entre l'année N-1 et l'année N, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation de bénéfices, mais la rentabilité, c'est quelque chose de beaucoup plus générique et de beaucoup plus général que le bénéfice lui-même. Bon. Atteindre un bon niveau de rentabilité, c'est réaliser du bénéfice. Mais c'est l'étape minimum, c'est le degré 0 de la rentabilité. Le degré au plus bas niveau de ce qu'on appelle la rentabilité, c'est le fait d'avoir un bénéfice. Mais c'est la condition nécessaire, mais n'est pas suffisante. Parce que pour être dans l'esprit de la rentabilité, c'est pas de manière générale, si on veut, c'est pas quelque chose que je peux évaluer tout de suite en disant oui, la rentabilité est égale à. Non, c'est un ensemble de comportements de gestion qui font que l'entreprise atteint au mieux la rentabilité. Pour atteindre le meilleur niveau de rentabilité de l'entreprise, il faut tout d'abord, quand on dispose d'un certain nombre de ressources, il faut les utiliser entièrement. Et il faut bien les utiliser de manière rationnelle et de manière opportune, c'est-à-dire qu'on met nos moyens dans l'activité qui rapporte le plus. Ça, c'est la première condition. Et à partir de là, rappelez-vous, on avait parlé à un moment donné de l'état de la trésorerie. L'entreprise, l'objectif de l'entreprise n'est pas de réaliser une trésorerie abondante, pas du tout. C'est le but de l'entreprise, c'est d'atteindre une certaine continuité de l'activité grâce à la réutilisation des disponibilités monétaires, n'est-ce pas? Parce qu'elles vont permettre de générer des moyens financiers qui permettront de couvrir les charges de demain et après-demain. C'est une condition nécessaire de survie de l'entreprise, la réutilisation des moyens aujourd'hui. Sinon, il n'y a pas de lendemain. Bien. Alors ça, c'est la première condition de la rentabilité de manière continue, n'est-ce pas, dans ce qu'on appelle la dynamique. La rentabilité est une dynamique. L'autre élément nécessaire, c'est que
il va falloir que nous regardions l'évolution des charges de l'entreprise. Les charges de l'entreprise doivent normalement être gérées de manière rationnelle. On doit à tout moment être capable de travailler sur tel ou tel type de charge de manière à la réduire pour un même niveau de qualité. On ne va pas acheter des matières premières de mauvaise qualité juste pour avoir un prix réduit. Pas du tout. Parce qu'on va le payer en aval lorsque on présente les produits à nos clients. Bien. Donc, la rentabilité, ensuite, quand on applique cette rationalité à tous les aspects de l'entreprise. Par exemple, pour les financiers, quand ils cherchent à disposer de moyens financiers ou à financer une partie de l'activité, ils doivent le faire avec les moyens financiers qui lui coûtent le moins cher. Alors, à partir de là, bon, la première condition, c'est la négociation avec la banque. On négocie les taux. Mais avant de négocier les taux, il y a un travail en amont à faire, c'est-à-dire que lorsque j'ai besoin de savoir combien de moyens financiers j'ai besoin, quel est le montant du besoin financier de l'exploitation, eh bien, à ce moment-là, je suis obligé de chercher, de calculer le besoin de financement de manière exacte. Si j'ai des charges à payer sur 3 mois, ben, je vais regarder toutes les charges par ailleurs, et puis en même temps, je regarde les éventuelles entrées d'argent. Parce qu'à ce moment-là, si jamais j'ai des entrées d'argent et en même temps, moi, j'ai oublié de le regarder et j'ai demandé un crédit bancaire qui couvre toute la période et au-delà, donc je suis en train de payer des intérêts sur de l'argent que je ne vais pas utiliser. Alors ça fait partie de la rentabilité de l'entreprise, un comportement, n'est-ce pas, qui consiste justement à être rationnel et à gérer au mieux le besoin, de le prévoir au mieux et en même temps de découper les périodes du besoin en petites périodes, comme ça me permet juste de financer avec le meilleur moyen financier possible. Bien. La négociation avec la banque, la négociation des taux, la négociation des commissions et ainsi de suite. Bien. Donc, tous ces éléments-là participent à la réduction des coûts. Sur d'autres aspects, justement, on pourrait faire intervenir les personnes qui travaillent sur l'organisation de manière à fluidifier la circulation des biens à l'intérieur de l'entreprise, à fluidifier la circulation des personnes pour ne pas avoir des retards dans la fabrication ou des arrêts dans le processus de fabrication, des à-coups. Il faut que la production soit continue et qu'il y ait une fluidité. C'est d'ailleurs ce que par ailleurs, ici ou là, eh bien, notamment dans des organisations comme l'ISEOR de Lyon, on appelle ça, les chercheurs l'appellent les coûts cachés. Des coûts cachés, des coûts qui ne sont pas comptabilisés, mais pourtant ils existent. Le retard sur livraison, le retard sur d'arrivée du produit, les retards sur arrivée d'une matière première, et ainsi de suite, ce sont des coûts cachés qui grèvent les coûts, qui augmentent les coûts, et on est loin alors d'être dans la rentabilité, dans l'esprit de la rentabilité. Par ailleurs, on dispose de moyens financiers à la banque, et ils sont là. Donc, ils sont là, inutilisés. Même si on n'en a pas besoin dans l'exploitation, on pourrait peut-être les utiliser à les prêter ou les placer. À court terme, on peut acheter des titres de courte durée qui permettront justement de rentabiliser ces moyens financiers. Bon, alors que généralement, ces moyens financiers, de toute manière, dans une entreprise, font généralement défaut. On n'a pas trop d'argent dans une entreprise dû à la nature et à la nature même de ce qu'on appelle le cycle d'exploitation. Très bien. Voici donc une idée générale sur la manière dont les choses se passent dans l'entreprise et sur la manière de voir la rentabilité de l'entreprise de manière générale. Bien. Alors, on pourra en discuter encore un peu plus, mais l'idée, c'est aussi de rentrer pour expliquer ce principe d'effet de levier. Nous allons emprunter un petit chemin
un sentier un peu détourné, mais on va arriver tranquillement vers la notion de l'effet de levier. Très bien. Alors, je viens de parler de manière générale sur la notion de rentabilité, donc, qui vous permet de voir le principe même de la rentabilité de manière générale dans l'entreprise. Maintenant, regardons la rentabilité du point de vue commercial, du point de vue économique et financier. Bien. Comment mesure-t-on la rentabilité dans l'entreprise? Un vaste programme, ça pourrait être un sujet soit de recherche pour vous, éventuellement. C'est une éventualité, je pense que c'est un bon sujet, éventuellement, pour ceux qui seraient intéressés par les études financières. Donc, comme vous pouvez regarder sur le document que je vais mettre à votre disposition, eh bien, la rentabilité peut être commerciale. Non. Alors, quel est l'objectif? De mesurer cette rentabilité commerciale. L'objectif, c'est de voir si l'activité commerciale de l'entreprise est suffisamment rentable pour qu'on puisse l'augmenter, pour qu'on puisse la développer un peu plus, ou pour dire que bon, elle est là juste comme support de l'activité industrielle. Alors, le ratio de marge, c'est EBE sur chiffre d'affaires hors taxe. Mais bon, on avait vu aussi le taux de marge par ailleurs, si vous vous rappelez, c'était la marge brute sur vente de marchandises. Bon, c'est un peu la même chose, mais on est passé simplement de la marge en tant que telle, la marge typiquement commerciale, pour l'activité commerciale. Alors, cette marge commerciale, elle touche l'activité industrielle. Non. Ici, parce que le résultat, forcément, chaque activité, quelle qu'elle soit, elle a une composante commerciale. Par exemple, pour l'industrie, on doit bien vendre les produits de l'entreprise et justement, on peut dire, mais quel est l'impact de cette organisation, de cette fonction commerciale des produits industriels, eh bien, sur le résultat. Alors, on peut le mesurer grâce justement à ce ratio qui va mesurer une sorte de performance industrielle. Bon, pour ce qui est de la partie commerciale, en tout cas de l'entreprise. Excédent brut d'exploitation. L'excédent brut d'exploitation étant un élément de mesure tout à fait intéressant et particulier parce qu'en réalité, il permet de mesurer l'impact des éléments qui sont liés strictement à l'activité principale. D'ailleurs, si vous vous rappelez par rapport à l'état de solde de gestion, l'excédent brut d'exploitation était calculé de la manière suivante, vous vous rappelez. C'est la valeur ajoutée auquel on pourrait ajouter éventuellement les subventions d'exploitation pour les entreprises subventionnées, moins l'impôt, moins les charges du personnel, moins l'impôt et taxes. Donc, ce sont des éléments strictement liés à l'activité de production, à l'activité principale de l'entreprise. Donc, si on a une bonne rentabilité à ce niveau-là, bon, bah, l'entreprise se porte bien et puis bon, il y a des impacts positifs sur le bénéfice après. Bien. Donc, disons en anglais, on dit le return on equity. C'est l'équivalent un peu de ce type de marge. Alors ça, c'était une marge brute. Marge brute, pourquoi? Bah parce que on n'a pas déduit l'amortissement encore. On n'a pas déduit l'amortissement. Alors si je veux savoir quelle est la rentabilité commerciale nette, je peux déduire les amortissements, ou je peux déduire toutes les charges par ailleurs, hein, y compris l'impôt, et donc ce ratio devient le résultat net sur chiffre d'affaires hors taxe. Résultat net sur chiffre d'affaires hors taxe. Bien. Combien constitue mon bénéfice par rapport à ma vente? Donc c'est l'effort de transformation, l'effort financier et l'effort non courant qui est fait par l'entreprise, un résultat, et je veux savoir quelle est la proportion du résultat atteint grâce à tout le savoir-faire que j'ai déployé pour atteindre ce niveau de résultat, eh bien, quel est son impact, quelle est sa proportion par rapport à un chiffre d'affaires. Ça me permet de savoir si vraiment j'ai une certaine efficacité
ou si j'ai des éléments un peu aussi, des éléments pèsent trop lourd sur mon activité et que font que notre résultat est maigre en comparaison avec l'effort de vente que nous réalisons. Ça vous permet disons, de remettre en question l'idée généralement répandue chez les étudiants de dire que la rentabilité de l'entreprise augmente avec l'augmentation du chiffre d'affaires. Pas du tout. En aucun cas. Quelquefois, on améliore la rentabilité en disant, bah, attendez, nous sommes en train de courir après une croissance dévastatrice qui est en train d'affoler nos charges, et les charges augmentent de manière trop rapide en comparaison avec l'évolution du chiffre d'affaires. Et là, il est question absolument, eh bien, d'arrêter, disons, la croissance de manière à revoir notre copie, de revoir notre manière de faire, parce que apparemment nos charges sont en train d'aller trop vite. Et là, justement, le niveau de notre rentabilité est en train de baisser. Donc, on arrête la croissance, on diminue la croissance et on rationalise les charges. Dans ce mouvement, on devient plus rentable. Donc, l'amélioration de la rentabilité ne passe pas obligatoirement par un chiffre d'affaires plus important. Bien au contraire. Bien des fois, il faut baisser le niveau de chiffre d'affaires pour atteindre un meilleur niveau de rentabilité. Sinon, ça pose quelques problèmes. Nous avons d'ailleurs, il y a des liens entre ce que on est en train de dire là actuellement avec le chapitre précédent sur le besoin en fonds de roulement normatif, dans lequel on a vu le lien entre le besoin de financement de l'exploitation, le besoin en fonds de roulement ou le BFG, et l'activité, c'est-à-dire le chiffre d'affaires hors taxe. Alors, on pourrait aussi, et on va se rappeler du résultat d'exploitation, parce qu'effectivement, il permet d'avoir, disons, une vue un peu différente du ratio précédent, à savoir donc le ratio résultat d'exploitation sur chiffre d'affaires hors taxe. Bien. C'est-à-dire que c'est un ratio qui ramène le résultat de l'activité, bien sûr, principale, mais de manière générale. L'activité principale plus les annexes à l'activité d'exploitation, et on le rapporte au chiffre d'affaires. Tout à fait intéressant. C'est un résultat qui permet justement d'avoir un jugement sur l'activité de l'entreprise, l'activité principale, et sa capacité à se régénérer, c'est-à-dire de continuer dans le temps. Parce que c'est à ce niveau-là, si l'entreprise doit faire du résultat, du bon résultat, du bon bénéfice, il doit normalement être expliqué pour l'essentiel du résultat d'exploitation. S'il vient d'ailleurs, c'est-à-dire du résultat financier ou du non courant, comme son nom l'indique, c'est un accident. Ce sont juste des accidents. Ceci n'empêche que l'entreprise devrait faire attention à améliorer son résultat financier et son résultat non courant par voie de conséquence. Bien. Très bien. Donc, nous savons maintenant que veut dire la rentabilité commerciale de l'entreprise. Bien. En liaison avec le concept général que nous avons développé tout à l'heure, à savoir la problématique de la rentabilité. Et j'en parle en termes de problématique parce qu'elle l'est, effectivement. Bien. Nous allons maintenant regarder ou voir ce qu'on appelle la rentabilité économique. Rentabilité économique. Juste un mot, quand même, avant d'aborder, pour qu'on puisse comprendre de quoi on parle. La rentabilité économique. Quand vous avez travaillé sur le bilan, par exemple, vous avez dit qu'effectivement, c'est un document qui nous donne ou qui décrit la situation du patrimoine de l'entreprise, l'ensemble des biens dont on dispose et l'ensemble des dettes. Yeah. Donc, nous sommes en train de voir un document comptable qui est patrimonial, c'est-à-dire qu'il ne prend en considération que les éléments qui appartiennent à l'entreprise. Donc, il y a une base juridique qui nous impose de regarder les comptes selon cette notion d'appartenance. Si le bien nous appartient, on peut le mettre à l'actif.
Et nous avons vu que cette manière de voir les choses peut amener quelquefois une certaine aberration de situation sur le plan financier. Situation d'aberration due au fait que si jamais l'entreprise décide de financer ses investissements par un crédit bail, eh bien, elle se trouve démunie de ce matériel. Le matériel existe dans les ateliers, mais il n'existerait pas sur son bilan. Et ça montrerait une faiblesse du bilan en comparaison avec d'autres entreprises. Pas une faiblesse absolue, c'est une faiblesse comparée. Bien. Bon. En tout cas, des éléments ne paraîtraient pas dans le bilan et pourraient choquer quelques actionnaires quand ils lisent le document, sachant qu'on leur a demandé un effort de financement et ainsi de suite. Bien. Donc, finalement, que fait le financier? Ben, quelquefois, il fait des retraitements, mais des retraitements d'informations, non pas pour donner l'alias fiscal ou ce qu'on appelle les documents comptables, les documents de synthèse et les annexes au fisc, mais c'est juste pour un besoin interne. Donc, alors, à ce moment-là, on apporte des corrections financières qu'on appelle les retraitements. Vous avez vu ça au semestre précédent. Donc, on apporte des retraitements pour dire attention. Et ceci, on le fait pour par exemple, le bilan financier. Donc, on dit, voilà, on a un bilan qui n'est pas le bilan patrimonial, pas le bilan comptable qui est imposé par la comptabilité générale et les normes de la comptabilité, mais nous allons apporter un bilan financier ou dit économique. Alors, bilan économique, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, qu'on va intégrer tous les éléments d'actifs qui existent dans l'entreprise parce qu'on s'en a procuré d'une manière ou d'une autre. Même s'ils ont été prêtés à l'entreprise, on les intègre quand même dans le bilan. Pourquoi? Parce que l'objectif est de montrer quelle est la force productive de l'entreprise, la force économique productive de l'entreprise. Donc, le bilan économique, c'est un bilan où on trouve tous les éléments de production, ou les immobilisations particulièrement, qui sont présentes dans l'entreprise, quel que soit leur mode de financement, qu'ils appartiennent ou qu'ils n'appartiennent pas à l'entreprise. On appelle ça un bilan de type économique. Il est beaucoup plus large et il n'est pas du tout comptable, il est loin d'être patrimonial. Bien, voilà un peu la notion de bilan économique et bilan comptable. Il est important de le savoir pour qu'on comprenne que veut dire la notion de rentabilité économique. Donc, la rentabilité économique, c'est la rentabilité de tous les actifs qui existent dans l'entreprise. C'est la rentabilité de tous les actifs qui existent dans l'entreprise. Alors, comment on la mesure? On la mesure par d'une manière un peu soit brute ou nette, mais on verra que l'élément qu'il va falloir retenir, c'est le ratio de marge nette. Alors, le ratio de marge brute, c'est quoi? Ben, c'est l'excédent brut d'exploitation, comme on l'a vu d'ailleurs tout à l'heure, une notion tellement importante qui ressort. On commence à prendre la mesure de l'importance de l'EBE grandissante parce qu'on l'utilise pour un certain nombre de choses. Effectivement, au moment de l'établissement de l'état de solde de gestion, on se dit c'est un solde de gestion et puis c'est tout. Mais apparemment, vous allez voir qu'on l'utilise souvent dans les indicateurs de performance de l'entreprise et notamment dans le calcul de la rentabilité économique. Alors, le ratio de marge brute, c'est ce qu'on appelle l'excédent brut d'exploitation sur le capital économique. Alors, de quoi s'agit-il justement? Le capital économique, c'est alors on va le disons parler d'une manière un peu générale, mais on peut aussi simplement disons faciliter un peu les choses. Bien. Alors, ce qu'on appelle capital économique, c'est l'ensemble des éléments économiques, c'est-à-dire l'ensemble des immobilisations qui existent dans l'entreprise à un moment donné, plus le besoin en fonds de roulement d'exploitation nécessaire, bien, pour sa mise en exploitation, d'accord? Pour le besoin en fonds de roulement d'exploitation. C'est une notion un peu particulière, donc il faut calculer alors tous les
les éléments donc des immobilisations de manière brute, nous allons faciliter les choses, nous, finalement, dans les applications. Et on ajoute à cela les besoins en fonds de roulement. En général, on insiste sur le fait qu'on doit intégrer uniquement les besoins en fonds de roulement d'exploitation. Mais vous avez vu dans le chapitre précédent concernant le besoin en fonds de roulement normatif qu'il est difficile de déterminer quels sont ces éléments d'exploitation parce que le plan comptable ne les prévoit pas. On pourrait donc arriver à des résultats différents d'entreprise à entreprise. Mais ce n'est pas vraiment problématique. Hein. L'essentiel, c'est de garder l'esprit justement du calcul. Très bien. Et surtout de comprendre de quoi il s'agit. Donc la rentabilité économique, c'est la rentabilité de tous les actifs existants dans l'entreprise. Ben, je pourrais dire finalement, mais les actifs, ben, c'est l'actif total du bilan, finalement. Donc on pourrait, quelquefois, quand je n'ai pas le moyen disons, de quantifier les éléments, de dire, je n'ai pas le bilan, mais j'ai que quelques éléments disparates, je pourrais dire que l'actif du bilan constitue le capital économique de l'entreprise. À partir du moment où je n'ai pas d'autres disons, immobilisations qui ne figurent pas dans le bilan. J'ai un bilan, mais il n'y a que ces immobilisations qui sont relatées dans le bilan, donc, ok, très bien, je pourrais prendre carrément l'ensemble de l'actif. Mais l'élément qui sera utile pour nous, pour les calculs futurs, c'est bien le ratio suivant. Et là, vous devez le noter et le souligner vraiment encadré. Donc, la rentabilité économique se mesure de la manière suivante. Et c'est ce ratio-là que nous allons réutiliser plus tard dans les applications. C'est le résultat d'exploitation sur le capital économique. Le résultat d'exploitation sur le capital économique. Je reprécise encore une fois, pour toutes les applications que nous ferons dans le futur, que, par exemple, comme la problématique de l'effet de levier va se poser de la manière suivante en se disant quelle est la meilleure manière de financer un projet d'investissement, il est vrai que le capital économique à ce moment-là va être le projet d'investissement lui-même, c'est-à-dire la valeur de l'investissement et la valeur des machines qu'on va acheter, et ainsi de suite. Donc, on vous le proposera d'une manière ou d'une autre. D'accord? Bien. Alors, ici, nous sommes en train de parler de manière générale sur ce qu'on appelle le principe de la rentabilité économique pour que la chose soit comprise. Mais dans les applications, bien souvent, nous nous poserons la question pour dégager un effet de levier de savoir si disons, un projet des machines qui coûtent 100 millions de dirhams, est-ce que ces machines-là, comment on va faire pour les financer? Quelle est la combinaison la meilleure, apparemment? Est-ce qu'on devrait plutôt aller autofinancer la totalité ou ainsi de suite? Donc, je vous prépare déjà un peu moins sur le plan de la problématique de la question de l'effet de levier pour que, bon, vous voyez le lien entre ce que nous sommes en train de voir et justement cette notion tout à fait intéressante d'effet de levier. Bon. Alors, quand on dit pour mieux se prononcer sur l'efficacité de l'outil de production des entreprises, c'est juste pour vous permettre de voir qu'il y a aussi d'autres manières de voir les choses. Eh bien, c'est qu'on peut rapporter, on peut voir le capital économique sur la valeur ajoutée de l'entreprise. Bien. Donc, le capital économique, si j'arrive, alors plus la valeur ajoutée est élevée, plus la valeur ajoutée est élevée, plus on dira que le capital économique est utilisé d'une manière efficace. Mais si la valeur ajoutée augmente, le ratio diminue, n'est-ce pas? Parce que la valeur ajoutée étant au dénominateur. Donc, plus ce ratio diminue, plus on dira, ben voilà, eh bien, il s'améliore, donc disons que ce ratio s'améliore et l'efficacité de l'entreprise s'améliore. Alors, si par exemple, on a vu ça aussi
dans la proportionnalité de l'évolution, ce qui n'est pas certain, parce que le capital économique n'augmente pas de manière proportionnelle à la valeur ajoutée du tout, parce que le capital économique augmente par palier, alors que la valeur ajoutée augmente par, c'est une courbe, n'est-ce pas? Donc, une courbe continue. Le capital économique est une fonction discontinue, puisque bon, on n'investit pas tous les jours. Donc, alors, si on peut regarder un peu le ratio EBE, on va voir un peu ce lien un peu entre la rentabilité économique et la marge. Bien. Alors, c'est une technique qu'on a utilisée au chapitre précédent, donc, parce qu'elle permet d'avoir quelquefois des manières de voir les choses. Bien. Alors, si par exemple, le fameux ratio de marge brute, de rentabilité brute économique, tout à l'heure, on a dit, c'est le BE sur capital économique. Alors, on va le multiplier et le diviser par la même valeur. Mais cette fois, on ne va pas utiliser des stratagèmes comme la dernière fois. On va dire simplement chiffre d'affaires hors taxe. Bien. Donc, si je multiplie et je divise par le même montant, ou la même notion, le même concept économique, pas comptable, EBE sur chiffre d'affaires hors taxe multiplié par chiffre d'affaires hors taxe multiplié sur le capital économique. Qu'est-ce que j'obtiens? Ben, j'obtiens la chose suivante. Donc, j'obtiens une rentabilité économique qui serait fonction de deux éléments. EBE sur chiffre d'affaires hors taxe, c'est un taux de marge d'exploitation. En réalité, c'est la rentabilité commerciale de l'exploitation elle-même. Donc, un taux de marge brut d'exploitation. Et le chiffre d'affaires hors taxe sur capital économique, c'est ce qu'on appelle le taux de rotation des investissements. Taux de rotation des investissements. Alors, quand l'idée donc de la rentabilité économique, elle dépend alors à la fois c'est-à-dire de la capacité de tourner disons, de renouveler les investissements. C'est une rentabilité économique qui peut disons, être obtenue soit par une très forte rotation des investissements. Dans ces conditions, on cherche toujours à travailler avec des immobilisations et on colle au progrès technique. On renouvelle les immobilisations, les machines tout le temps. Donc, on cherche à avoir des produits de haut de gamme, n'est-ce pas? Bien. Ou bien, le deuxième élément, c'est le taux de marge brute d'exploitation qui serait le plus fort. Alors, comment est-ce qu'il pourrait être le plus important? C'est en réduisant les marges et en augmentant les volumes de marge. Bon, là, on rejoint des politiques, disons, des politiques de gestion ou des politiques de gestion commerciale dans des entreprises différentes, non pas, et qui caractérisent, par exemple, les activités, par exemple, prenons l'activité commerciale de distribution. L'activité commerciale de distribution, la manifestation, la plus grande manifestation de ces éléments-là, c'est les centres commerciaux. Dans les centres commerciaux, on essaie de diminuer la marge, mais de vendre beaucoup de produits. Donc, on réalise beaucoup de marge. Le volume de marge est grand parce que, justement, on vend plus et on réalise beaucoup de petites marges. Voilà. Sinon, dans les industries de luxe, eh bien, justement, on insiste plus sur le caractère tout à fait particulier du produit qui s'identifie à une certaine classe, à un certain niveau de vie, et le prix est généralement élevé. Et parce que si le prix n'était pas élevé, beaucoup de demandes ne se porteraient pas sur ce produit-là. Bien, ce sont des sortes de consommation ostentatoire qui fait que finalement, eh bien, la rentabilité est assurée grâce à la vente à un prix élevé de ces produits. Ce sont les produits dits de marque très connus et de marque, n'est-ce pas, que les gens aiment bien avoir. Vous en avez
des exemples dans la vie courante. Vous entendez parler des grandes marques, soit dans les montres, soit dans les sacs à main, soit dans les vêtements ou autres produits quelconques. Donc, deux politiques de rentabilité économique différentes à ce moment-là, eh bien, suivant les situations. Bien. Voilà donc ce qu'on peut dire de la rentabilité économique d'un produit. L'idée est de se rappeler que pour nous, la rentabilité économique, c'est le rapport entre le résultat d'exploitation et le capital économique. Nous reviendrons à cela, nous avons besoin de ce ratio et il faut s'en rappeler. Troisième type de rentabilité de l'entreprise, c'est la rentabilité financière. En réalité, c'est la rentabilité du point de vue des apporteurs de capitaux. Comme ça, c'est bien compris. Les apporteurs de capitaux, qui sont les actionnaires, apportent de l'argent à l'entreprise, des fonds à l'entreprise, qui constituent le capital et qui constituent de manière générale, de la manière, disons, extensive et la plus large, ce qu'on appelle les capitaux propres de l'entreprise. Alors, comment calculer la rentabilité de ces fonds? Ben, c'est le rapport résultat net sur capitaux propres. C'est facile. Donc, on va voir si le résultat de l'activité globale et générale et finale de l'entreprise, eh bien, permet un meilleur rapport et une meilleure rémunération des capitaux. Sauf que, bien sûr, ce ratio de rentabilité financière, il ne signifie pas la même chose pour tout le monde. Pour l'actionnaire principal, son objectif, c'est la rémunération de l'ensemble des capitaux propres qui sont susceptibles d'être utilisés dans l'activité et qui permettront de la développer. Et le bénéfice, d'ailleurs, qui est généré par l'activité est distribué pour une petite part, mais le reste, on le garde d'abord dans les réserves. Il faut mettre tous ces éléments en lien pour mieux comprendre ces notions de rentabilité et puis pour aller loin, pour ceux qui veulent aller plus loin dans la problématique financière de l'entreprise. Eh bien, donc, une partie donc, de ces bénéfices reste dans l'entreprise de manière légale, parce que est obligatoire dans les réserves légales, mais aussi de manière facultative dans les réserves facultatives de l'entreprise. À ce moment-là, les capitaux propres vont augmenter grâce aux bénéfices qui est mis en réserve ou qui reste en instance d'affectation. Bon, entre guillemets, et on peut dire que disons, le résultat, le bénéfice, c'est le résultat de l'exercice, donc le bénéfice, c'est le meilleur moteur d'augmentation des capitaux propres. Bien, parce que c'est un moteur interne. L'entreprise génère un niveau de rentabilité déterminé et a de l'impact sur les capitaux propres. Donc, on a des capitaux de courte durée qui sont, disons, rendus plus à long terme en les intégrant dans les capitaux propres. Bien. Alors, cette rentabilité, justement, elle est ce qu'elle est pour les responsables de l'exploitation de l'entreprise, c'est-à-dire ceux qui cherchent à développer l'entreprise en tant que telle. Mais la rentabilité des apporteurs de capitaux est différente si, par exemple, nous parlons uniquement d'actionnaires qui veut gagner un peu d'argent en mettant des moyens financiers sur des actions qu'il veut vendre après. Bien. Alors, on va voir à ce moment-là ce qui l'intéresse, l'actionnaire, lui. Ce qui l'actionnaire, c'est les dividendes qu'il va recevoir à la fin de l'année. Et le rapport, justement, entre ces dividendes et les capitaux propres, ces capitaux propres à lui, ou bien de manière générale, hein, les dividendes totaux sur les capitaux propres de l'entreprise. Mais ce qui l'intéresse, c'est les capitaux investis. Donc, ce qu'il apporte, ce qu'il appelle capitaux propres, l'actionnaire minoritaire ou l'actionnaire de manière générale, c'est ce que va apporter
une action, n'est-ce pas, par rapport à la valeur de l'action. Donc, c'est les dividendes sur capitaux propres. On peut décliner ce ratio sur plusieurs facettes et plusieurs manières donc de calculer selon ce que l'on veut atteindre comme information. Et si l'idée est de ramener cette rentabilité au niveau individuel par rapport à un titre, eh bien, on peut rapporter les dividendes à la valeur de l'action. Là aussi, enfin, les choses sont toujours nuancées en finance. Et il n'y a pas d'éléments, disons, absolus. Il y a de la nuance toujours à apporter. Quand, par exemple, je fais le rapport de la rémunération du titre, dividende sur cours de l'action, eh bien, mais le cours de l'action, lui, de quoi parle-t-on? Du cours de l'action, c'est la valeur de l'action à la dernière cotation de la bourse, c'est-à-dire à la cotation de la veille. Oui, mais l'actionnaire, lui, ne l'a pas acheté hier, il l'a acheté il y a quelques années. Donc, il y a deux niveaux de ratio à calculer. Il y a le ratio dividende sur le prix d'achat de l'action qu'on a acheté peut-être il y a des années ou il y a juste quelques temps. Ça nous donne quelle est la rentabilité du titre et la rentabilité du choix même d'achat de titre à un moment donné. Donc, il y a une valeur historique un peu à intégrer dans ce processus. Sinon, je peux calculer les dividendes sur la valeur de l'action telle qu'elle ressort maintenant, c'est-à-dire pour un nouvel investisseur. Bien. Donc, ce sont deux éléments qui sont nuancés, deux éléments qui sont intéressants néanmoins à calculer parce que ça permet d'avoir ça permet d'avoir justement un certain niveau donc de rentabilité différente à mesure par l'entreprise. Bien. Nous allons donc utiliser ce résultat de rentabilité financière. Alors, vous avez commencé à avoir maintenant un peu l'habitude de voir cette technique qui est utilisée pour justement intégrer, de passer d'une notion à une autre, de passer d'une technique à une autre. Bien. Ça nous permet de progresser. Alors, et si nous reprenons cette rentabilité financière, le résultat net sur capitaux propres, nous allons encore une fois la multiplier et la diviser par une valeur donnée. Et nous allons voir le résultat. Bien souvent, ces techniques utilisées beaucoup par les financiers permettent de passer d'un palier de connaissance à un autre. C'est-à-dire, on sort de l'idée simple de la rentabilité financière, du ratio de rentabilité financière, et vous allez voir qu'on va atteindre le niveau d'effet de levier grâce simplement à ce petit passage. Mais il est pertinent. Donc, la rentabilité financière peut être décomposée de la manière suivante. Résultat net sur capitaux propres, c'est le résultat net que je divise par l'actif du bilan et que je multiplie par l'actif du bilan sur les capitaux propres. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement intégré, multiplié et divisé par la même valeur. La même valeur, c'est-à-dire actif du bilan. Actif ou passif, c'est la même chose, parce que finalement, le bilan est équilibré. Donc, quand je dis total actif, je dis total passif. Mais je le dis à bon escient, parce que j'en ai besoin. Justement, donc je répète ce que je venais de dire tout à l'heure. Donc, résultat net sur actif total multiplié par passif total sur capitaux propres. Et alors, qu'est-ce que ça me donne comme information? Ben, ça me dit que la rentabilité financière, résultat net sur capitaux propres, c'est le résultat net sur actif total, c'est-à-dire la rentabilité économique. Le résultat net, nous avons dit tout à l'heure que c'était le résultat économique net, d'accord, le taux de rentabilité économique net. Bon,
Mais vous vous rappelez qu'on utilise le résultat d'exploitation. Et puis le total actif, c'est l'assimilation au capital économique. Tout à l'heure, je vous ai dit, on assimile généralement le capital économique au total actif. Donc, ce ratio me renseigne sur la rentabilité économique. Et le deuxième ratio, qui est le passif total, c'est-à-dire l'ensemble des dettes de l'entreprise, sur les capitaux propres, me donne le coefficient d'endettement. Quel est le coefficient d'endettement? Quel est le niveau d'endettement de l'entreprise en comparaison avec les capitaux propres? Bon. Donc, voilà un peu l'idée. Alors, si on lit cette ligne, elle va nous permettre de dégager des choses simples en disant que, en fait, la rentabilité de l'entreprise dépend de deux éléments, de la rentabilité économique et du coefficient d'endettement. Ce qui veut dire que si je veux obtenir un niveau de rentabilité financière élevé, je n'ai qu'à augmenter l'un ou l'autre des deux de ces composantes, la rentabilité économique ou le coefficient d'endettement, ou les deux. C'est-à-dire, je peux augmenter mon niveau de rentabilité économique et je peux continuer à m'endetter, c'est-à-dire d'avoir une dette beaucoup plus importante, parce que plus je m'endette, plus ma rentabilité financière s'améliore. Bon, ça c'est ce que permet de dire cette relation. Mais en réalité, c'est vrai jusqu'à une certaine limite. Voilà. Bon. Mais en tout cas, ça méritait d'être posé comme question. L'idée, c'est d'abord, donc la rentabilité économique dépend de ces deux éléments, de la rentabilité de l'activité et du coefficient d'endettement. En fait, l'idée, c'est de se dire, le contexte de la rentabilité économique est un élément important pour atteindre un meilleur niveau de rentabilité financière. Et ce contexte, c'est quoi? Ce contexte veut dire que l'idée de la rentabilité économique, c'est que dans une entreprise, il est véritablement important d'avoir une activité saine, une activité d'exploitation saine, c'est-à-dire qui est en augmentation grâce à tous les efforts qu'on fait à la recherche de la rentabilité par le fait qu'on augmente les ventes, mais qu'on réduise les charges. C'est un élément, c'est un comportement tout à fait minimum de ce qu'on pourrait dire, ce qu'on pourrait appeler la recherche de la rentabilité continue d'entreprise. Bien. Ça, c'est un élément important. Mais ça peut être différent. Ça peut être différent. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec une entreprise qui a des difficultés, soit passagères, soit fondamentales, des difficultés dues à des choses différentes. Vous voyez, par exemple, actuellement, les entreprises sont confrontées à des difficultés exogènes, internes, mais aussi exogènes, dues au Covid. On ne peut pas s'empêcher de ne pas en parler. Eh bien, donc, mais quelquefois, dans des conditions juste tout à fait normales, on peut avoir des erreurs de gestion. Mais on peut avoir aussi de mauvais choix. On peut avoir simplement des situations de marché qui sont telles que, eh bien, ça a des impacts négatifs sur la rentabilité de l'entreprise. Alors, la question qui pourrait se poser, dans le cas où le niveau de rentabilité économique d'une entreprise baisse, quelle que soit la raison, ce n'est pas important. Est-ce que l'entreprise a intérêt à augmenter son coefficient d'endettement? La réponse est complètement non. Non du tout. Le coefficient d'endettement, s'il augmente alors que la rentabilité économique est en baisse, eh bien, va générer une catastrophe pour l'entreprise. Nous allons d'ailleurs le prouver. Alors, nous sommes, l'idée de ce lien justement entre la rentabilité financière et la rentabilité économique et l'endettement, c'est le prélude à la notion d'effet de levier. C'est le prélude. L'idée, c'est de se dire que la rentabilité économique va baisser si jamais le niveau d'endettement est bas pour un résultat, une rentabilité économique donnée. Bon, en fait, c'est une question. C'est une question qui se pose. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'effet de levier. Alors, c'est quoi l'effet de levier? Comment il se manifeste? Alors,
Nous allons suivre cela d'une manière simple. Bon, l'idée, c'est de se dire que nous allons mesurer l'impact de la politique d'endettement sur la rentabilité de l'entreprise. Quelle sera cette rentabilité lorsque l'endettement stagne, augmente ou diminue? Y a-t-il un niveau de rentabilité bénéfique pour l'entreprise qui permet justement de booster ou d'améliorer le résultat global? Alors, on va prendre un petit exemple. Vous allez devoir calculer quelques éléments. Alors, à ce niveau-là, vous faites vos calculs. C'est-à-dire, vous pouvez, quand vous avez l'enregistrement, vous prenez les données et vous arrêtez l'enregistrement et vous faites vos calculs. D'accord? C'est la meilleure manière de faire pour apprendre des choses. Alors, l'idée, alors on va prendre déjà l'information. On va voir un cas simple qui va nous permettre de visualiser l'effet de levier. Nous avons une entreprise qu'on a appelée EXA ou AXA, EXA, qu'on veut, pas de problème. Hein. Bien. Les valeurs sont en centaines de millions de dirhams. Bon, mais c'est pas important d'avoir des chiffres trop importants. L'idée, c'est simplement de pouvoir faire les calculs. Bon. Alors, donc, cette entreprise, elle vend des biens et services. D'accord? Voici quelques données comptables de ce qu'on appelle son état de solde de gestion. La vente de biens et services, 50, consommation de l'exercice, 15, autres charges externes, 15, dotation aux amortissements, 6. Bon. Résultat, alors le résultat avant impôt, c'est 50 moins la somme des charges, c'est-à-dire 15 et 15, 30 et 6, 36, moins 50 égale 14. Alors 14, ça veut dire 1 400 000 dirhams. Bon, bien. Donc, le résultat avant impôt étant 14. Donc, il faut noter ces éléments simplement. Donc, on a un résultat proviant de la société en moyenne, d'accord? Donc, on a les ventes de biens et services 50, consommation 15, amortissement 6, résultat avant impôt, c'est simple, c'est calculé à partir des éléments suivants, donc on a 14. Bien. Alors, c'est quoi la problématique? La problématique est la suivante. Donc, cette entreprise entend avoir un capital économique, c'est-à-dire un ensemble de machines qu'elle va acheter en investissement, dont la valeur est 100. Donc, vous pouvez mettre I, grand I, 0 égale 100. Alors, elle se pose la question de comment elle va pouvoir financer. Deux cas de figure. Le premier, c'est un autofinancement de la totalité des capitaux propres. Donc, autofinancement, capitaux propres égale 100. Capitaux propres égale 100. Ça, c'est le premier cas de figure, autofinancement. Deuxième cas de figure, c'est le recours à l'emprunt. Donc, elle va avoir un emprunt qu'elle a demandé qu'elle pourrait obtenir de 90, et les capitaux propres, ben, c'est la différence. Les capitaux propres, c'est 10. L'investissement est toujours égal à 100, d'accord? Très bien. Alors, quand elle emprunte, forcément, elle va payer un intérêt. Donc, le taux d'intérêt est de 10%. Et pour faciliter les calculs, eh bien, on a
avancer un taux d'impôt égal à 50%. Taux d'impôt égal à 50%. Juste pour simplifier le calcul. Alors, l'idée est de se dire, calculer la rentabilité économique dans les différents cas suivants. Si par exemple l'entreprise choisit l'autofinancement, c'est-à-dire qu'elle finance la totalité de ce capital économique. Alors, le capital économique étant égal à 100, elle va autofinancer la totalité. Ses capitaux propres vont être égaux à, elles vont atteindre quelle est la valeur des capitaux propres? Bon, vous pouvez disons, suivre et faire un peu l'exercice en même temps. Donc, capitaux propres égale 100. C'est-à-dire, c'est le montant de l'investissement. Elle va financer la totalité. D'accord. Donc, capitaux propres égale 100. Résultat avant impôt. Résultat avant impôt. Alors, il n'y a pas de charge financière. Donc, le résultat avant impôt, c'est bien le résultat que nous avons, le résultat d'exploitation. Donc, résultat d'exploitation égale 14. Résultat d'exploitation égale 14. Bon. Ensuite, le résultat d'exploitation. Le résultat net, alors ce résultat d'exploitation, c'est le résultat avant impôt. Donc, résultat net, l'impôt est égal à 50% et le résultat net est égal à résultat net égal à 7. OK? Bien. Alors, quel est le niveau de sa rentabilité économique? Quelle est la rentabilité économique? Alors, ce qu'on a dit tout à l'heure sur le ratio dont il fallait se rappeler, c'était alors rentabilité R petit e, grand R petit e, c'est-à-dire rentabilité économique, ben c'est égal au résultat d'exploitation sur le capital économique. Or, le capital économique ici est égal à 100 et le résultat d'exploitation est égal à 7. Donc, 7 sur 100. Donc, 7%. La rentabilité économique est de 7%. Bien. Rentabilité financière, alors on se rappelle, hein, rentabilité financière, c'est résultat net sur capitaux propres. Donc, les capitaux propres, c'est la valeur 100 et le résultat net, c'est, pardon, excusez-moi, petite erreur. La rentabilité économique, c'est le résultat d'exploitation qui est de 14, hein, 14 sur 100. C'est la rentabilité financière qui est égale à 7%. Donc, 14% pour rentabilité économique, vous l'avez rectifié sûrement par vous-même, et la rentabilité financière est égale à 7%. Bon, très bien. Donc, je vous montre ça un peu plus bas. Voilà. Voici la rentabilité économique, 14%, et la rentabilité financière, 7%. Bon, jusque-là, il n'y a a priori ni comparaison, ni rien à dire, parce qu'apparemment, on se retrouve devant une situation où le niveau de rentabilité économique est suffisant et on peut donc continuer tranquillement nos calculs. Maintenant, l'idée est de dire, allons voir un peu qu'est-ce qui se passe si jamais l'entreprise, eh bien, demandait un crédit bancaire. Alors, on y va. Donc, deuxième cas, c'est le cas d'emprunt. Donc, nous sommes dans la situation où nous allons emprunter. Alors, on sait quel est le niveau de la rentabilité. Alors, on va suivre les choses. Donc, capital économique égale 100, c'est-à-dire le projet va nous coûter 100 millions, capital économique 100,
Et puis, on va voir la configuration du financement. Donc, capitaux propres, c'est égal à, et emprunt ou dette, endettement, égal à, on va vous rappeler, dans les données. Alors, je voulais juste, j'arrête un instant, je vais doucement, juste pour vous permettre d'écrire par vous-même les données. Donc, capital économique, c'est toujours 100. Le capitaux propre, cette fois, on va apporter 10, et la dette de financement est égale à 90. Mais cette fois, on va payer des intérêts. Alors, je vais calculer les intérêts. L'intérêt, on a dit, c'était 10%. Donc, 10% de 90, ça nous fait 9. Dette de financement, 10. Alors, le résultat avant impôt étant celui-là. Alors, les frais financiers. Les frais financiers, c'est bien 9. Frais financiers. Le résultat avant impôt, c'était bien 14. Résultat après, voilà. Résultat d'exploitation, c'était 14. Le résultat financier, c'est-à-dire que je prends les produits financiers, les charges financières, pour 9. Donc, je vais calculer maintenant un résultat après frais financiers. Résultat après frais financiers. Bon, alors, je me rappelle de la séquence du calcul des résultats. Donc, je calcule le résultat d'exploitation, le résultat financier. Je n'ai pas de résultat en courant, de toute façon, pas grave. Donc, 14 moins 9 égale 5. D'accord? Rentabilité financière. Après frais financiers. Rentabilité financière. Bon. Donc, rentabilité après frais financiers, c'est la rentabilité, c'est ce qu'on appelle le résultat avant impôt. Alors, je ne cherche pas les techniques d'impôt. Ici, l'idée, c'est de simplement de comprendre. Alors, le résultat avant impôt. Alors, comme l'impôt est de 50% du résultat, donc c'est 2,5 qui sera mon impôt, et mon résultat net sera égal à 2,5. 2,5. 2,5. Alors, calculons cette fois la rentabilité économique dans le cas de l'emprunt. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? La rentabilité économique, c'est le résultat d'exploitation sur capital économique. La rentabilité économique. Alors, la rentabilité, alors c'est le résultat d'exploitation qui est de 14 sur 100, c'est-à-dire 14%. En fait, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, simplement. La rentabilité économique ne change pas selon la manière d'où vient l'argent, peu importe, qu'il vienne d'ici ou là, la rentabilité économique reste la même, c'est-à-dire l'activité reste la même. Mais c'est une rentabilité économique avant. Alors, le résultat n'est pas touché par l'impôt parce que simplement, c'est un résultat qui est calculé avant impôt. D'accord? Juste après amortissement. Mais on n'a pas encore touché à l'activité financière. Maintenant, regardons la rentabilité financière. La rentabilité financière. Alors, la rentabilité financière, c'est résultat net sur capitaux propres. Rentabilité. Alors, rentabilité financière sur capitaux propres, c'est-à-dire 2,5 sur 10, c'est-à-dire 0,25 ou 25%. 25%. Bon, qu'est-ce qu'on constate? On constate que, c'est écrit en rouge pour faire la comparaison, on constate qu'une entreprise qui travaille dans des conditions d'activité normales, n'est-ce pas, que ce soit grâce aux capitaux propres ou grâce à un apport de
d'emprunt, eh bien, elle travaillera de la même manière, parce que les conditions d'achat des produits et ainsi de suite d'exploitation est la même. Donc, on a le même niveau de rentabilité économique, 14% dans les deux cas. Par contre, quand, quand on n'a pas, quand on a autofinancé le projet, la rentabilité financière est de 7% et la rentabilité financière est de 7%. Et lorsque on a emprunté, la rentabilité financière est passée à 25%. Ce qui veut dire que lorsque l'entreprise a augmenté son emprunt, ou elle a emprunté tout simplement, elle a augmenté en même temps la rentabilité financière. Donc la rentabilité financière d'une entreprise augmente lorsque on a recours à l'emprunt. Bon, lorsqu'on a recours à l'emprunt maintenant, est-ce qu'il faut l'augmenter? A priori, oui, mais il doit y avoir une limite, n'est-ce pas? Bien. Alors, cette chose-là est vraie lorsque la rentabilité d'exploitation se passe dans de bonnes conditions de rentabilité. Alors, voyons quelque chose qui va être intéressant pour nous, parce que ça nous permet de nuancer un peu ce qu'on est en train de dire. L'idée, c'est de dire, si l'entreprise se trouve en situation où son activité se détériore, n'est-ce pas? Pour une raison ou une autre. Alors, on va regarder les éléments suivants. Bon, alors, on est toujours dans les mêmes conditions hein, que tout à l'heure, sauf qu'on va ajouter un élément. C'est-à-dire qu'en réalité, on va augmenter les charges de l'entreprise. Les ventes sont toujours de 50, la consommation passe à 20 alors qu'elle était à 15, et les autres charges externes passent à 20 alors qu'ils étaient à 15. L'amortissement reste le même. Alors, le résultat avant impôt, forcément, il va changer. Donc, le résultat avant impôt, c'est-à-dire le résultat d'exploitation. Hein. Donc, c'est 50 moins la somme de 20 et 20 et 6, 46. Donc, il nous reste simplement un résultat avant impôt égal à 4. Bien. Résultat avant impôt égal à 4. D'où un résultat net égal à 2. Bien. Alors, alors, je reviens encore une fois au premier cas, en cas d'autofinancement. L'autofinancement. Alors, le niveau de rentabilité économique, c'est toujours rentabilité résultat d'exploitation sur capitaux propres. Dans ce premier cas, capitaux propres est égal au capital économique, c'est-à-dire 100. Donc, la rentabilité économique, c'est le résultat d'exploitation, c'est-à-dire 4 sur 100. Et la rentabilité financière, c'est 2%. D'accord? Rentabilité financière, donc rentabilité économique 4%, rentabilité financière 2%. Bien. Qu'est-ce qui se passe maintenant lorsqu'on passe au deuxième cas, c'est-à-dire lorsque on a recours à l'emprunt? Donc, si on a recours à l'emprunt, eh bien, rappelons-nous, le résultat avant impôt est de 4. Mais on va déduire les charges financières. Et les charges financières, c'est toujours la même chose, hein, c'est 9. 9. Ce qui veut dire qu'on va avoir un résultat avant impôt, qui est égal à moins 5. Moins 5. Bon, on considère que le résultat étant négatif, on ne paie pas d'impôt. Eh bien, la rentabilité économique, dans ce cas, rentabilité économique est égale à 4%. Et la rentabilité financière, c'est moins 5 sur 10. Moins 5 sur 10. Donc, c'est moins 0,5, c'est-à-dire moins 50%. Moins 50%. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit la chose suivante, que lorsque la rentabilité d'exploitation est saine, on a un niveau de rentabilité qui est satisfaisant. Toute augmentation, tout recours à l'emprunt améliore la rentabilité financière. Par contre, lorsque la situation d'exploitation se détériore, tout recours à l'emprunt
diminue la rentabilité financière. Ben, c'est tout à fait normal, parce que l'emprunt n'est pas là pour venir suppléer les erreurs de gestion ou la mauvaise situation d'exploitation dans une entreprise. Dans une entreprise, avant de recourir à un emprunt, il va falloir déjà assainir la situation d'exploitation et atteindre un niveau de rentabilité normal. Et après, on peut éventuellement avoir recours. D'ailleurs, la banque elle-même, elle va être assistante, hein, mais simplement, pour comprendre ce cas, on apporte un cas d'école qui permet de mieux comprendre le lien entre les différents éléments. Il nous reste à voir maintenant un élément de généralisation de cette notion de rentabilité. On va la voir de manière algébrique. Alors, ça nous permet de voir un certain nombre de choses, mais on fera des applications guidées plus tard sur les PowerPoint. Bien. Alors, formulation algébrique. Alors, formulation algébrique est la suivante de l'effet de levier. La rentabilité financière, RF, n'est-ce pas, c'est la rentabilité économique nette d'impôt. Donc, net d'impôt, c'est T étant l'impôt, et donc 1 moins T, c'est ce qui reste dans l'entreprise. La rentabilité économique, c'est égal à, alors on va pas démontrer l'équation, hein, il n'y a pas de raison, il suffit simplement de se rappeler de ce qu'on appelle l'équation d'effet de levier. Donc, rentabilité économique nette plus RE moins I. Alors, I, c'est le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt sur le marché. Donc, c'est la rentabilité économique nette de charges financières, toujours nette d'impôt. 1 moins T, facteur de 1 moins T, et le taux multiplié par D sur CP. D sur CP, c'est le coefficient d'endettement dont on avait parlé, c'est-à-dire c'est le coefficient d'endettement, c'est la dette sur les capitaux propres. La dette sur les capitaux propres. Très bien. Alors, il faut tout d'abord prendre les éléments qui composent cette équation. Alors, je rappelle, RF, c'est la rentabilité financière, RE, c'est la rentabilité économique. Alors, bien sûr, RF, c'est toujours notre fameux résultat net sur résultat net sur les capitaux propres. RE, c'est la rentabilité économique, toujours, c'est notre ratio rentabilité d'exploitation sur le capital économique. CP, c'est les capitaux propres. Petit i, c'est le taux d'intérêt sur le marché, des intérêts sur l'emprunt qui a servi au financement de ce projet, pas le taux théorique. Donc, D, c'est le niveau d'endettement, et T, c'est le taux de l'impôt. Bon, alors, revenons un peu à notre équation. Alors, finalement, on a deux éléments. La rentabilité financière, c'est la rentabilité économique plus quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quoi? Ben, c'est la partie qui est à droite. Alors, cette partie qui est à droite, nous l'appelons le bras du levier. Le bras du levier. C'est ce qui porte ou ce qui augmente l'effet. C'est le bras du levier qui augmente l'effet. Alors, si ce bras du levier, c'est-à-dire cette partie de l'équation, s'il est positive, elle vient s'ajouter à la rentabilité économique. Et d'ailleurs, c'est là la question. Est-ce que la rentabilité, est-ce que le niveau de l'endettement augmente la rentabilité financière? Ben, s'il apporte quelque chose à ajouter à la rentabilité économique de l'entreprise. Bien. Donc, la rentabilité financière dépend de deux éléments, la rentabilité économique et du niveau de l'endettement, et ainsi de suite. Bien. Alors, tout dépend, le résultat de cette problématique dépend de ce qu'on a, du signe mathématique du bras du levier. Alors, ce signe du bras du levier, il dépend de quoi? Alors, 1 moins P, non, bon, c'est pas ça du tout. D'accord? D sur CP, donc c'est des valeurs qui dépendent, n'est-ce pas, le taux dépend simplement de l'augmentation ou de la diminution. C'est un rapport. Bon, il ne sera pas égal à 0, sauf si la dette est égale à 0.
Donc, tout dépend de RE moins I. Donc, pour avoir le signe de cette deuxième partie de l'équation, il va falloir regarder RE moins I. Donc, quand est-ce que RE moins I est positif? Donc, cette valeur est positive lorsque le résultat de RE moins I est supérieur à 0, ce qui veut dire que lorsque la rentabilité économique est supérieure au taux d'intérêt sur le marché, dans ces conditions, le rapport RE sur moins, la soustraction RE moins I sera positive, ce qui veut dire que le bras du levier sera positif. L'idée, c'est de se dire que l'effet de levier de l'entreprise dépend de la bonne activité économique. On vient de le prouver dans l'exemple précédent. Donc, le niveau de rentabilité économique doit être suffisant, n'est-ce pas? Il doit être suffisant. L'entreprise doit être saine du point de vue de son activité. La deuxième condition, c'est que ce fameux RE-I doit être positif. Qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça signifie que le niveau de rentabilité de l'activité dans l'entreprise doit être, le taux en tout cas de rentabilité doit être supérieur au taux de l'emprunt sur le marché bancaire, c'est-à-dire que ce taux qui sera, quand on négocie avec la banque, il va falloir négocier pour un endettement et donc pour un investissement, un taux qui sera inférieur au niveau du taux de rentabilité prévu pour le projet. Si ceci se fait, l'effet de levier sera positif. Le bras du levier sera positif. On dira alors que l'effet de levier va jouer favorablement. Donc, l'effet de levier joue favorablement à partir du moment où RE est supérieur à I, c'est-à-dire à partir du moment où la rentabilité économique, le taux de rentabilité économique est supérieur au taux de l'emprunt sur le marché financier, le marché bancaire. Bien. Si ce RE-I est négatif, l'effet de levier jouera défavorablement, c'est-à-dire que toute augmentation d'endettement diminuera la rentabilité économique, viendra ponctionner, fera une ponction sur la rentabilité économique et on se retrouve avec une rentabilité financière en baisse, voire négative. Voilà l'idée de l'effet de levier. C'est comme ça que la problématique est posée. Tant que la rentabilité économique est supérieure à I0, au taux d'intérêt sur le marché, pour augmenter la rentabilité financière, l'entreprise peut continuer à augmenter son endettement parce qu'il aura un effet favorable. Par contre, on arrête dès qu'il y a, peut-être même un peu avant, mais disons mathématiquement, on arrête dès qu'il y a égalité entre RE moins I. Parce qu'à ce moment-là, toute augmentation d'endettement eh bien, commencera à avoir des effets négatifs sur la rentabilité financière de l'entreprise. D'accord? Bien. Alors, il nous restera à voir avec un exemple d'application cette technique de bras du levier. Alors, ce qui est intéressant finalement dans notre manière un petit peu actuelle de faire cours, c'est que bon, vous avez l'enregistrement et vous pouvez revenir à chaque partie, à de l'écouter, de la réécouter de manière disons, à la comprendre et à suivre, bien sûr, le document que vous avez devant vous. Voilà donc la notion d'effet de levier. Nous reviendrons sur cette notion avec des applications que vous trouverez sur le site. Bien. Merci et à bientôt. Bon courage.